Monet, Picasso, Dali, depuis toujours, les artistes vivent une histoire d'amour avec Paris. Dans cette émission, vous découvrirez que la ville lumière est aujourd'hui encore un haut lieu de créativité. Et pour commencer, rendez-vous sur les berges de la Seine, au milieu du très chic et très sage 16e arrondissement, un ovni de la création contemporaine. Nous partons à la découverte d'un temple parisien de l'avant-garde. Insolent et turbulent, bienvenue au Palais de Tokyo. Bâtiment colossal, il tient son nom de l'avenue de Tokyo qui longeait alors la Seine en 1937, date de sa construction. Consacré depuis 2002 à l'art contemporain, c'est le lieu de toutes les expériences alternatives. 10 ans après son ouverture, le musée a fait peau neuve pour attirer les visiteurs invités à se réapproprier un espace de 22 000 m². Pour nous guider dans ce nouveau Palais de Tokyo, je retrouve évidemment notre chroniqueur art, Sean Rose. Sean, ça n'a pas l'air vraiment complètement fini. Est-ce que c'était le but ? Écoutez, vous savez, dans l'art contemporain, les choses sont in progress. Donc il y a une esthétique du chantier. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait de l'art contemporain. C'est pas comme dans l'art ancien où les choses sont posées. On vous dit ça, c'est beau, ça, c'est pas beau. Là, il y a aussi une façon de dire aux visiteurs que c'est à lui de se faire aussi son parcours, de comprendre lui-même aussi les choses. Donc cette esthétique du chantier fait partie de l'art contemporain. C'est pour qu'on se l'approprie un peu. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait tous ces travaux ? Parce qu'en fait, il fallait attirer du public nouveau. L'idée, c'est d'ouvrir, que ça vive vraiment. Et donc, ils ont agrandi, dans tous les sens du terme, l'horizon en fait, de l'art contemporain. Alors Sean, là on se trouve dans le nouveau sous-sol du Palais de Tokyo et on peut le dire au cœur même d'une de vos œuvres préférées, c'est ça ? Absolument, c'est une œuvre de Ulla von Brandenburg, une artiste allemande de Hambourg mais qui vit à Paris et qui travaille à Paris. Et moi j'aime particulièrement cette œuvre parce que c'est un peu à l'image de ce Palais de Tokyo rénové, ouvert, parce qu'il mélange un skatepark et en même temps des couleurs qui sont les couleurs du costume d'Arlequin de la Commedia dell'arte, donc ce côté théâtre. Donc c'est à la fois comme un théâtre que les visiteurs peuvent habiter et s'approprier et vraiment ils peuvent circuler dans l'œuvre. Là. Sean, le Palais de Tokyo est donc le temple de l'art contemporain qui peut parfois laisser un peu perplexe. Exemple avec cette œuvre des bonbonnes de gaz, comment savoir qu'on est devant une œuvre d'art ? L'art contemporain, vous savez, c'est l'appropriation des objets visuels. Donc c'est pas justement, on ne déclare pas que telle chose est belle. La chose est belle par le regard. En fait, l'idée de l'art contemporain, c'est aussi le regard qui crée l'œuvre. En son temps, elle aussi en avait laissé certains perplexes, la pyramide de verre en plein milieu de l'esplanade du Louvre. Et pourtant, depuis sa construction en 1989, la fréquentation du musée a tout simplement triplé. Et vous allez le voir, le Louvre n'est pas le seul ici à Paris à s'ouvrir à l'art contemporain. Un suppôt dans la pyramide du Louvre. Suppôt en référence à un suppositoire. Un hymne gothique de l'artiste belge Wim Delvoye, invité à exposer ses œuvres dans le plus grand musée d'Europe. C'est comme un virus. J'aime bien de mettre des petites œuvres partout et ça dérange. Parmi les trésors disséminés un peu partout, il y a même une œuvre d'art vivante, tatouée par Wim Delvoye lui-même. Effet choc pour dépoussiérer le Louvre ou reflet artistique d'une autre époque. Je crois qu'un musée qui s'installe dans quelque chose de trop statique est un musée effectivement qui cesse d'être un musée vivant. Ces dialogues, c'est quand même l'idée de proposer des interrogations. Du plus grand musée parisien à l'un des plus petits. Le musée de la chasse et de la nature, Marie étrange et merveilleux. Là aussi, des œuvres parfois décalées viennent se nicher dans des endroits inattendus. Une simple tapisserie ou une représentation du Big Bang. Ici, un bateau suspendu flotte à quelques mètres du sol comme par magie, une manière d'amuser le public et de stimuler son imagination. La société parisienne a tendance à vivre un petit peu sur le mythe de ce qu'elle était encore jusqu'au début du XXe siècle. Mais l'expérience faite ici, c'est d'intégrer complètement l'art de notre temps, le mettre sur le même plan que les collections anciennes. Paris n'a pas forcément le même dynamisme artistique que certaines capitales européennes, mais elle y travaille. Le château de Versailles a ouvert ses portes à la portugaise Joana Vasconcelos. Dans ce palais, qui fut celui de tous les excès, des homards dansent, et un hélicoptère en plume d'autruche est prêt pour le décollage. Des éléments qui reflètent l'opulence des lieux.
Les choix des œuvres étaient faits très naturellement parce que ça paraissait qu'elles intégraient déjà Versailles, comme les escarpins. Je me suis dit, ouais, la Galerie des Glaces, c'est parfait. Parfait, mais pas pour toutes les œuvres. Versailles a refusé une des pièces maîtresses de l'artiste, la mariée. Un chandelier géant en tampon hygiénique. Au palais de la démesure, l'extravagance a ses limites. Et oui, pas facile de bousculer les codes à Versailles, mais nous avons retrouvé l'œuvre de Johanna Vasconcelos, privée des dorures du palais de Louis XIV. La fameuse mariée est exposée dans un lieu bien moins solennel, ici, au 104. Inauguré il y a à peine 4 ans, le 104 est le centre culturel du nord-est de Paris. Ancien atelier des pompes funèbres, cet espace de 29 000 m² ouvert au public accueille aussi des ateliers d'artistes et des œuvres sortant de l'ordinaire, comme celle de l'Argentin Leandro Ehrlich, un trompe-l'œil monumental et interactif. Trouver un lieu de création relève parfois de l'exercice d'équilibriste, les prix parisiens rendant souvent inaccessibles les ateliers. Les artistes rivalisent donc de créativité pour trouver un lieu pouvant les accueillir. Exemple avec cet immeuble insolite en plein cœur de la fameuse rue de Rivoli. C'est l'histoire d'une galerie d'art parisienne un peu particulière. Le 59 Rivoli est une véritable ruche artistique. Sculpteurs, peintres, dessinateurs travaillent et exposent en même temps. Un monde bien à eux. Là, sur les 6 étages, on entre vraiment dans l'univers de chaque artiste. Pas dans une galerie où il y a juste une toile posée au mur. Là, je fais un travail sur l'être humain. Donc, c'est toujours des visages, des portraits, des gens. Donc, il y a tout le temps une foule qui est présente. La foule, c'est la particularité du lieu. Les visiteurs peuvent circuler d'un atelier à l'autre, échanger avec les artistes et pourquoi pas craquer pour une œuvre et l'acquérir. Kimiko aime cette proximité avec le public. Elle fait partie des 10 artistes invités tous les 6 mois par les résidents permanents. Pour elle, appartenir à une communauté est une source d'inspiration. Je fais des choses complètement différentes parce qu'effectivement, je discute avec des gens et puis même on échange sur des points techniques. Et puis même au niveau de l'inspiration, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce lieu. Installé depuis 1999, le 59 Rivoli est né d'un mouvement s'appropriant les espaces vides dans une ville où les loyers sont parmi les plus chers du monde. Ses fondateurs ont échappé in extremis à l'expulsion grâce au soutien de l'homme qui allait devenir maire de Paris. Donc on a eu notamment une lettre du candidat Bertrand Delanoë qui avait dit « Si jamais moi je suis élu, j'essaierai de faire quelque chose pour que ce lieu ne soit pas expulsé ». Promesse tenue, la ville a acheté l'immeuble pour environ 5 millions d'euros et en a dépensé presque autant pour le rénover. Les occupants paient un loyer annuel de 1 800 € pour une surface de 1 500 m². Charge à eux d'assurer la gestion et l'autofinancement du projet. Ancienne banque, ancien squat, le 59 Rivoli est désormais un lieu parisien incontournable de création contemporaine. Preuve s'il en est que l'art sourit à ceux qui savent frapper à la bonne porte. Et puis l'art à Paris, ça se passe aussi dans la rue. Nous partons maintenant à la rencontre d'un pionnier de l'art urbain ici en France, Jeff Aérosol. Il repeint les murs de la capitale depuis plus de 30 ans. Jeff, on est maintenant devant votre fresque, 350 m². C'est un autoportrait, je crois que vous avez intitulé Chute. À qui dites-vous chute? Je ne demande à personne de se taire. Ici, il y a tellement de choses à écouter, c'est plutôt tendez l'oreille. Le bruit de l'eau de la fontaine Tinguely-Niki de Saint-Phal, le bruit des oiseaux, des enfants qui jouent, de toutes ces langues, parce qu'on est dans un lieu, on ne peut plus cosmopolite ici, surtout l'été, avec tous ces touristes qui viennent de partout. Donc c'est un peu ça. On est en plein cœur d'une des grandes villes du monde, et pour autant, on n'a pas de bruit de moteur, de voiture, on a juste la mélodie urbaine. Donc tendons l'oreille et écoutons cette mélodie urbaine. Et puis alors tout ça est complètement légal, c'est un mur qu'on appelle autorisé. Oui. Paris a tendance à encourager de plus en plus ce qu'on appelle le street art. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 30 ans, je crois que vous travaillez? Tous les grands mouvements, il leur faut un peu de temps avant d'être acceptés, avant d'exister en tant que tel. Le street art, il se trouve que c'est un, si tant est qu'on puisse parler de mouvement, c'est en tout cas quelque chose de planétaire et probablement la mouvance, disons,
le phénomène qui regroupe le plus d'artistes. Parce que si on fait le compte de tous les gens qui vident des bombes de peinture sur les murs des villes du monde entier, il y en a des milliers, voire des centaines de milliers. Et ce qui change maintenant, c'est qu'évidemment, des gens qui auraient regardé ça de très haut à une certaine époque viennent frapper à nos portes, sont même prêts à nous donner des sous, des autorisations, des murs, et les caméras, n'est-ce pas, commencent à s'intéresser à nous davantage aussi. Et puis alors, pour finir, vous avez travaillé donc à Paris, mais aussi à Berlin, à Londres, à Tokyo même, je crois. En quoi la Ville Lumière est un bel endroit pour le street art? C'est la plus belle ville du monde. Paris sera toujours Paris. J'adore Paris parce que il y a une telle mémoire. Que vous soyez à Pigalle, dans le quartier latin ou au Halles, il y a tellement de choses qui se sont passées il y a 10, 20 ans, 100, 200, 300 années que c'est vraiment très riche. Alors on trouve ça à New York aussi, mais d'une façon un peu différente parce que l'histoire évidemment est plus récente aux États-Unis. Ici on passe des vieilles pierres chargées d'histoire à des choses comme le Centre Pompidou qui fut une provocation à l'époque, qui maintenant fait partie des grands musées du monde, quoi. Et puis évidemment, Jeff, le tout est de trouver un mur vierge pour le redécorer. Je crois justement qu'il y en a un qui nous attend dans Paris. On va voir. On termine donc cette émission avec Jeff Aérosol en pleine action et en toute légalité évidemment. Si vous passez par Paris, amusez-vous à retrouver ses œuvres un peu partout dans la ville. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.